fois 200 maintenant à l'exercice numéro 13, qui applique encore les formules de Taylor. Donc là, on prend un nombre réel, A, et f de R plus dans R, de classe C2. On suppose que f' et f second sont bornés, et que, une fois, donc, sont bornés sur quoi? En fait, sont bornés sur R+, puisqu'on ne précise pas. Mais on prend leur sup, puisque c'est borné, donc sup existe, mais on prend leur sup sur l'intervalle A plus l'infini. Vous voyez, pour x supérieur strictement à A, il a pris son sup sur l'intervalle A plus l'infini. Sup de valeur absolue de f, et sup de valeur absolue de f second aussi sur A plus l'infini. Donc, il a pris leur sup sur A plus l'infini, sur A plus l'infini. Donc, et ça, il l'a appelé M2. Donc, M0 et M2. Donc, on vous demande en premier lieu, en appliquant une formule de Taylor reliant f de x et f de x plus h, montrer que pour tout x supérieur à a, et pour tout h, on a f' de x est inférieur à une certaine quantité. Donc ici, vous voyez, la formule de Taylor, elle va relier f de x et f de x plus h. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé de centraliser la formule de Taylor en une valeur fixée. Donc, on n'a pas écrit ici par rapport à a, par exemple. Donc, x et h vont varier après et vont donner des résultats. C'est-à-dire, la formule de Taylor, comme on l'a dit, elle n'est pas obligée d'être centrée en une valeur. Donc, je vais écrire f de x plus h et une formule de Taylor avec f de x. Mais sinon, je pourrais inverser, écrire f de x et ici f de x plus h. Rien n'empêche d'inverser les bornes d'une formule de Taylor, d'inverser les deux, c'est-à-dire les deux points là où on écrit la formule de Taylor. Et ici, vous voyez, on a écrit la formule de Taylor avec deux variables, x et h. Donc, c'est une formule jusqu'à l'ordre, en fait à l'ordre 1, parce que le reste doit être à l'ordre 2, je ne peux pas dépasser l'ordre 2, donc c'est une formule à l'ordre 1. Formule à l'ordre 1. Donc, à l'ordre 1, j'aurai quoi? J'aurai f de x plus f' en x fois la différence qui est h, plus, maintenant, f second de quoi? En fait, de x plus θh. X c'est le point, et puis θh, h c'est la différence entre les deux. Donc, sur 2 fois h au carré. Voilà, c'est ce que j'obtiens comme formule de... Donc, ça c'est formule de Taylor ou de Maclaurin. Donc, c'est pas Maclaurin ici, c'est Taylor. Formule de Taylor. Donc, pour f à l'ordre de 1, en fait, j'ai pas le droit de plus que l'ordre 1. Donc, en x et x plus h. Donc, et cela pour tout x, donc ici pour tout x supérieur strictement à a. Et h, il prend ici h strictement positif. Donc, il ne regarde pas derrière le x, il regarde devant. Et déjà, pour h strict positif, on reste bien dans R+, et dans l'intervalle a plus l'infini. Donc, voilà. Et ce θ-là, et θ appartient à 0,1, dépendant de x et h. C'est un θ qui dépend de x et h, bien sûr. Et bien sûr de a, mais a ici, on l'a fixé, donc ça dépend de x et h. Et θ, c'est un point dans 0,1 qui dépend de x et h. Très bien. Une fois on a écrit ça, on devrait dominer, avoir une certaine domination pour f', avec des constantes ici, majorer la valeur absolue de f' par des constantes. Donc ici, je vais essayer alors d'aller isoler le f'. Donc pour l'isoler, j'aurai f de x plus h moins f de x moins f second x plus θh sur 2 fois h carré, mais le tout sur h. Donc et voilà, maintenant j'ai f' de x qui est égal à tout ça. Mais ça c'est égal fx plus h moins fx sur h. Ça ici c'est l'accroissement, à la limite lorsque h tend vers 0, on va voir f' de x. Moins f second x plus θh sur 2 fois h carré. Et là, je mettrai alors la valeur absolue sur tout ça. Je
pourrais dire que je pourrais appliquer l'inégalité triangulaire, donc inférieure, parce qu'ici, donc tous les arguments sont avec cette inégalité, selon le résultat, h sur 2. Donc, voilà. Donc ici, très bien. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens... donc ici, sur h, j'obtiens ici h. Hein. Voilà, le h sur 2. Voilà, parce que je divise par h tout le monde. Donc ici, c'est h, c'est pas h au carré. Donc ici, j'obtiens valeur absolue fx plus h, plus valeur absolue fx sur 2. Donc voilà, inégalité triangulaire. Donc, plus, encore, valeur absolue f second, x plus θ h, fois h, qui est positif. Voilà. Donc, ça, c'est inférieur à m0, ça, c'est inférieur à m0, et ça, c'est inférieur à m2. Donc, c'est inférieur, cette inégalité. Ça, c'est inférieur. On a dit 2 fois m0, les deux sont inférieurs à m0. Bien sûr, sur h, hein. Ici, j'ai écrit sur 2, je ne sais pas pourquoi. C'est sur H, c'est pas sur 2. C'est sur H, bien sûr. C'est sur H. Donc, sur H, 2 fois M0 sur H, plus, et de l'autre côté, c'est M2 fois H sur 2. Voilà, car X plus H, ainsi que X, appartiennent les deux à A plus l'infini, parce qu'on n'oublie pas que M0 et M2 étaient les notations du sup de f et de f second sur l'intervalle a plus l'infini. Donc les deux, ils appartiennent à a plus l'infini, du moment où h strict positif, donc x plus h appartient à a plus l'infini. Donc voilà, ça y est alors, le résultat. C'est le résultat qui est bien démontré ici. Donc deuxièmement, déduire que f' est borné sur a plus l'infini. Donc jusque-là, vous avez majoré f' de x par un truc qui contient h, mais heureusement qu'il ne contient pas x. Et ici, h et x sont indépendants. Hein. On a pris pour x supérieur strictement à a, pour h strictement supérieur à 0. Donc h et x n'ont aucune corrélation, les deux, ils n'ont aucun rapport. Les deux. Donc ça, c'est indépendant de x. Donc cette écriture, c'est indépendant de x. Donc pour chaque x fixé ici, tu peux faire varier h comme tu veux. Tu peux faire varier h. Donc si tu veux borner, tu peux prendre, et ça c'est pour tout h. Hein. Donc pour x fixé, dans a plus l'infini, on a, d'après ce qu'on a démontré, on a la valeur absolue de f' de x est inférieure à 2 fois m0 sur h plus m2 h sur 2. Donc, pour tout h strictement positif. Donc ça, on l'a démontré pour tout h. En particulier, par exemple, je peux prendre n'importe quel. En particulier, h égale à 1, par exemple, le plus simple. J'aurai valeur absolue de f' de x est inférieure à 2 fois m0 plus m2 sur 2. Ça y est, ça c'est indépendant de x comme on l'a dit. Et ça, voilà, implique que f' est borné. Donc ça, c'est quel que soit x. Et cela, ça sera quel que soit x. Je le fixe un moment, puis ça y est, ça sera quel que soit x. Pour n'importe quel x quelconque, j'ai trouvé la même constante qui majore la valeur absolue de f'. Donc ça implique que f', ou f' sont les modules, f' est en valeur absolue est majoré. Donc f' sans valeur absolue est borné. Donc f' sans valeur absolue, elle est bornée sur, bien sûr, ici, sur a plus l'infini. Hein. On a écrit tout ça pour a plus infini. Voilà, on peut faire mieux, on peut demander ici une majoration optimale. Comment optimale? C'est-à-dire le minimum de ça. Donc vous pouvez appeler ça comme une fonction phi de h, lui faire une étude de variation pour lui trouver un minimum, voilà, en h, et vous prenez la valeur minimale en h. Vous pouvez même passer à la limite en h, mais ici, si je passe à la limite, je ne trouve pas un truc minimal, parce que je trouve toujours 0. Si je passe à l'infini, je trouve, plutôt, c'est pas 0. Si je passe à l'infini, je trouve l'infini. Si je passe à 0, je trouve l'infini. C'est-à-dire, dans 0 et dans l'infini, j'aurai toujours l'infini.
déjà ici, ça va être le tableau de variation de phi de h. Si vous essayez de considérer ça comme une fonction et de l'étudier, vous allez trouver une valeur minimale pour h. Donc ça, c'est une question qui est posée dans l'examen de l'année dernière, en fait, donc en 2020. L'examen de 2020 qui a fait cela avec un calcul optimal. Donc, mais ici, on demande juste de la borner, donc on a bien répondu qu'elle est bien bornée. Donc, troisième question. Dans la troisième question, on dispose d'une fonction g de 0 à plus l'infini dans R de classe C2 et puis avec dérivée seconde bornée. Avec f seconde bornée, g seconde plutôt, ici g seconde, bornée et limite g en plus l'infini égale 0, on veut montrer que limite en plus l'infini de g' égale à 0. Donc pour résoudre cette question, je vais essayer alors de faire recours aux questions précédentes ou à une question précédente. Donc ici, la question précédente, la question petite e, elle me donne en fait sous les mêmes hypothèses, à moins que le g soit borné. Donc g et g second, s'ils sont bornés, j'aurai g' qui est borné, mais ça me donne pas quand même, tout de même, ça me donne pas la limite nulle. Donc ici, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe exactement dans mon brouillon. Exactement, qu'est-ce qui se passe dans mon brouillon. Donc, petit à petit, je vais dire G est-elle bornée pour pouvoir appliquer la question précédente. Est-elle bornée? Donc, on a limite G égale 0. Vous savez, dans un travail ultérieur, dans une vidéo ultérieure, je vous ai montré comment une fonction continue sur un intervalle quelconque, si elle a une limite finie à l'infini, limite finie aux bornes en fait, intervalle quelconque, limite finie aux bornes, et qu'elle est continue, elle sera bornée. Donc ici, vous pouvez faire de la même façon. Déjà, c'était une question posée dans l'examen de l'année dernière. Une première question montrait pourquoi une fonction qui était continue et qui avait une limite finie à l'infini, pourquoi elle était bornée. Donc ici, je pourrais directement dire, directement, il faudra le démontrer, mais puisque je l'ai fait dans un travail ultérieur, donc ici, je l'utilise. Donc G est continu sur, ici on est sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini. Donc je ne connais pas son état en 0. Je ne connais pas son état en 0. Je pourrais alors la borner sur n'importe quel fermé, dans 0 plus l'infini. Je continue sur 0 plus l'infini. En particulier, donc je ne pourrais pas la borner sur 0 plus l'infini comme ça parce que je n'ai pas des informations sur sa limite en 0. Elle pourra être infinie ici. On ne m'a rien dit à propos de ça. Donc en particulier, je vais prendre n'importe quel a plus l'infini pour a positif. Elle sera continue sur n'importe quel intervalle de cette forme. Et voilà. Et G alors est borné. Sur ce a plus l'infini, car sa limite en plus l'infini est égale à 0. Comme je vous ai dit, la démonstration est faite dans une vidéo précédente. Donc là, je l'ai pris sur a plus infini. Je peux pas dire limite en plus l'infini est finie avec sur l'ouvert 0 plus l'infini continu, alors elle sera bornée parce que je ne connais pas son état en 0. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme limite. Donc je l'ai pris alors sur tout a plus l'infini. Ok, donc sur n'importe quel a plus l'infini, G et G seconde seront bornés. Parce que, puisqu'il me dit ici a dérivée seconde bornée, donc en particulier, il sera borné sur n'importe quel intervalle a plus l'infini. Donc, sur a plus l'infini, on aura g' de x inférieur à m0 de m0 sur h plus h sur 2 m2, et cela pour tout tas strictement positif, m0 étant le sup sur a plus l'infini, ou même sur le fermé, je peux le prendre le sup sur le fermé de g, et
M2, le sup de G second. Je pourrais prendre le sup sur A plus l'infini, mais sinon je pourrais aussi prendre le sup sur le tout qui sera supérieur au sup sur A plus l'infini et j'aurai toujours cette inégalité. C'est-à-dire avec le sup sur A plus l'infini, ça sera encore inférieur avec le sup sur le tout. Mais sinon je prends sur A plus l'infini et pour tout h, bien sûr, pour tout h strictement positif et pour tout x supérieur à ce A-là, à ce A qu'on considère ici, pour tout x supérieur. Très bien, donc sur un intervalle de la forme A plus l'infini, j'aurai une telle estimation. Est-ce que cette estimation, parce que sur un intervalle A plus l'infini, si jamais ça me donne la limite nulle, lorsque x tend vers plus l'infini, si ça me donne la limite nulle, et ça y est, donc j'ai gagné. Mais ici, je pourrais en fait poser un h qui soit corrélé avec x. Je pourrais poser un h qui est en fonction de x, à moins que ça soit positif. Bien sûr, ici, les x sont positifs parce que je suis dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, j'ai le droit de poser en particulier h égale un truc en x. Donc, h égale à x ou h égale à x carré. Mais ce que je remarque ici est que c'est très difficile de poser. Par exemple, si je pose en particulier pour h égale à x et je fais, et je fais faire tendre x vers l'infini, mais là, si je pose x, j'aurai ici x et ici x. Donc, j'aurai une limite toujours infinie au lieu de 0. Lorsque x tend vers l'infini. Aussi, si je pose par exemple 1 sur x, donc 1 sur x, ça sera de la même façon. Il y aura x ici et 1 sur x ici. Donc, ici, on ne voit pas quelle est la fonction qu'on pourrait poser au lieu de h en fonction de x et faire tendre x vers plus l'infini et avoir la limite nulle. Donc, si jamais vous avez une certaine idée, mais moi, je ne vois pas, c'est très difficile de voir pour moi une fonction en x là où je pourrais remplacer h par cette fonction en x et faire tendre x vers plus l'infini. Là, je suis en train de vous montrer comment ça se passe les réflexions, par exemple, dans mon brouillon. Donc, je pourrais dire, je vais chercher un h en fonction de x et j'ai le droit. Si jamais c'était ça, par exemple, si jamais c'était ça l'inégalité. Et là, puisque c'est pour tout h, pour tout x, j'ai le droit de poser pour h égale à, pour h égale à x ici. Si c'était pour tout h pour tout x, et si c'était ça, je pourrais poser pour h pas égal à x, en fait, égal à 1 sur x. Égal à 1 sur x, qui est très bien positif. Et là, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Je vous donne un exemple ici. C'est-à-dire, si l'expression était bien, bien convenable pour poser un h en fonction de x, on a le droit de le faire et faire tendre x vers plus l'infini. Parce que ça, c'est vrai, quel que soit x, quel que soit h. En particulier, pour des h en fonction de x. C'est vrai que, en général, h ne dépend pas de x, mais tu peux le prendre comme particulier et puis faire tendre x vers plus l'infini. Mais sinon, ici, ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire, j'ai pas d'idée pour le faire marcher, pour poser h en fonction de x et avoir une limite nulle. Je ne vois pas une fonction de x qui pourra remplacer h et me donner une limite nulle. Donc, alors, je ne vais pas aller dans ce sens-là. J'ai en fait besoin de faire bouger ces constantes ici. Si je ne fais pas bouger le M2, je devrais au moins faire bouger le M0. Par exemple, aller vers une démonstration de la limite à l'aide de la définition, à l'aide des epsilon. Quand est-ce qu'on a recours aux epsilon? J'ai ici tenté le chemin direct. Lorsque le chemin direct ne ramène pas, et là, je peux aller tenter ma chance avec la définition, c'est-à-dire avec les epsilon. Donc, si j'écris la définition avec les epsilon, je devrais avoir, pour tout epsilon, je devrais avoir un voisinage de l'infini tel que pour tout x supérieur à b, c'est-à-dire b plus l'infini qui définit un voisinage de plus l'infini, tel que pour tout x, on a le g' de x qui est inférieur, ça doit être inférieur à epsilon. Donc voilà, pour tendre vers 0. Donc je dois avoir ça. Pour tout epsilon, je dois avoir un b. Que ça soit inférieur à epsilon ou que ça soit inférieur à constante fois epsilon, on a bien dit que c'est la même chose. Constante, l'essentiel que ce soit une constante qui ne dépend de rien. Finalement, moi, je vous ai dit plus que ça lorsqu'on a fait le cours des suites, lorsqu'on a rencontré la définition, je vous ai bien dit que ça serait n'importe quelle fonction en epsilon ici est la bienvenue,
L'essentiel qu'elle a des valeurs qui s'approchent de zéro. C'est-à-dire, si au lieu de epsilon, vous trouvez racine de epsilon, elle est la bienvenue. Si au lieu de epsilon, vous avez epsilon au carré, bien sûr, elle est la bienvenue. Si vous êtes pour tout epsilon strictement positif, vous trouvez 1 sur epsilon, oui, il est le bienvenu, parce que pour des epsilon très grands, il y aura 1 sur epsilon qui est très petit. Donc finalement, n'importe quelle fonction en epsilon est la bienvenue. En particulier, on travaille souvent avec des constantes fois epsilon. Constante positive fois epsilon. Et lorsque epsilon parcourt 0 plus l'infini, cette fonction-là, lorsque epsilon s'approche de 0, elle s'approche aussi de 0. Mais sinon, c'est là aussi, lorsque epsilon s'approche de 0, elle s'approche de 0, pour le carré aussi. 1 sur epsilon, lorsque epsilon est très grand, elle va s'approcher de 0, mais encore, elle est acceptée. Aussi, si vous faites exponentiellement epsilon, lorsque epsilon est très grand, exponentiellement epsilon va être très, très petite, donc elle sera la bienvenue, parce qu'on a le pour tout epsilon strict positif. Donc vous aurez alors des valeurs qui s'approcheront de 0 si vous trouvez que votre fonction est inférieure à l'une de ces exemples-là. Mais généralement, on ne travaille pas avec, pour la simplicité, c'est-à-dire on travaille avec c'est-à-dire à la limite, on travaille avec une constante fois epsilon. Si jamais on n'obtient pas un epsilon, mais c'est pas vraiment très nécessaire de revenir à chaque fois chercher epsilon sur 2 par exemple, ou epsilon sur 3 pour trouver exactement epsilon à la fin. Si à la fin je trouve 2 fois epsilon, ça y est, ça sera un autre epsilon, donc j'ai pas de problème à me poser avec une constante fois epsilon. Que ça soit bien clair, avec une constante positive fois epsilon, j'aurai aucun problème à me poser. Donc j'essaierai de trouver un b tel que g' de x est inférieur ou bien à epsilon ou bien à constante fois epsilon. Ou bien, comme je vous ai dit, à n'importe quelle fonction qui s'approchera, qui aura des valeurs qui s'approcheront de 0. Ok, qu'est-ce que je connais ici? Je sais que pour un epsilon fixé, il existe déjà b strict positif, tel que pour tout x strictement supérieur à b, on a, parce que g limite lorsque g tend vers plus l'infini est égal à 0, on a g qui est inférieur à epsilon, g de x, c'est-à-dire qui est inférieur à epsilon. Donc, très bien, ça va jouer le rôle de m0, disons. C'est pas le sup, mais je vais écrire ça. Donc, sur d'où sur l'intervalle b plus l'infini, et je vais appliquer le petit 1 sur l'intervalle b plus l'infini. Petit 1 donne donc que pour tout x strictement supérieur à b, on est déjà dans ce cas-là, pour tout h strictement positif, g' de x est inférieur à le sup de f de g second sur b plus l'infini. Ça, c'est le m, donc je vais le majorer par le sup de g second, parce qu'ici, donc ici, le m0 et le m2, je ne les ai pas posés, je pourrais les poser dès le départ. Donc le m2, je pourrais poser mon m2 comme étant sup de g second sur 0 plus l'infini, parce qu'on a dit qu'elle est bornée. Ici, g, on n'a pas dit qu'elle est bornée surtout le 0 plus l'infini, donc je vais juste travailler avec le sup sur b plus l'infini ici. Bon, donc d'après ce qu'on a vu donc, dans l'inégalité de la question 1, plus sup de g sur b plus l'infini, toujours je suis sur b plus l'infini, fois 2 sur h. Donc voilà, 2 sur h. Et ça, c'est inférieur à, donc ça c'est m2 fois h sur 2. Ça, c'est pas égal à m2, c'est inférieur à m2, parce que le sup sur b plus l'infini est inférieur au sup sur 0 plus l'infini. Vous savez bien que lorsque a est inclus dans b, sup f sur a va être inférieur à sup f sur b. La partie plus grande, elle peut atteindre des sups qui sont plus grands. Donc, voilà. Ok, plus, et ici, ça c'est mon sup sur b plus l'infini, mais il est toujours inférieur à epsilon. Donc, toujours inférieur à epsilon. Donc, c'est inférieur à epsilon fois 2 sur h. Voilà. Donc, l'epsilon, ce n'est pas le sup, mais c'est supérieur au sup. Donc, bien sûr, si vous avez g de x, quel que soit x supérieur à b, est inférieur à epsilon, c'est-à-dire sur b plus l'infini, le sup de valeur absolue de g va être inférieur à epsilon, bien sûr. Donc, voilà, par passage au sup,
puisque c'est inférieur à epsilon, le sup de g va être, le sup de valeur absolue de g va être inférieur aussi à epsilon sur l'intervalle, bien sûr, b plus l'infini. Ici, on est sur un voisinage de plus l'infini, c'est l'intervalle b plus l'infini. Très bien, une fois on a trouvé ça, essayons maintenant de trouver un h en fonction de epsilon. Voilà, en fonction de epsilon. Comment il sera h en fonction de epsilon pour que tout ça soit inférieur à epsilon. Ou constante fois epsilon. L'essentiel, que ça soit, donc, est-ce qu'on peut trouver h tel que ça soit inférieur à constante fois epsilon? Voilà. Si on pose h égale à epsilon, ici c'est bon. On aura constante m2 sur 2 fois epsilon. Mais ici, on aura plus 2. Là, c'est interdit. Hein. Interdit d'avoir ça. Parce que constante fois epsilon plus 2 n'a pas des valeurs qui s'approchent de 0. Donc, ça ne donne pas la limite. Ça ne donne pas la définition de la limite. C'est-à-dire, ça ne fera pas tendre g' de x vers 0. Donc, je ne pourrais pas alors prendre h égale à epsilon. Donc, quelle solution j'aurai à faire? Est-ce que je suis vraiment obligée d'avoir ici epsilon? Mais si j'avais epsilon carré, je vais prendre h égale à epsilon, et ici j'aurai epsilon et un epsilon ici. Donc, ça sera très génial comme écriture parce que j'aurai, si j'avais ici epsilon carré, au lieu de epsilon, j'aurai alors, avec epsilon carré, j'aurai donc 2 sur epsilon fois epsilon carré. Si je pose h égale à epsilon, hein, ça me donnera cette écriture, h égale à epsilon. Et là, ça me donnera alors donc m2 sur 2 plus 2 fois epsilon. Génial, parce que ça, c'est une constante. Elle ne dépend pas de epsilon, cette constante. Le m2, c'est le sup de g second, surtout l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle n'a rien à voir avec epsilon. Donc, c'est une constante fois epsilon. Est-ce que j'ai le droit ici d'avoir epsilon carré? Mais oui, bien sûr, parce que ici, pour epsilon strictement positif, ce b-là qui existe, il peut ne pas être le b de ce epsilon, mais pour epsilon strictement positif, pour epsilon prime égale à epsilon carré, il va exister un b. C'est-à-dire il existe aussi un b pour epsilon carré, parce que epsilon carré est strict positif. Donc, et ce b qu'on a posé ici va être pour epsilon carré. Donc j'aurai un b tel que, quel que soit x supérieur à b, les g de x sont inférieurs à epsilon carré. Donc, que ce soit epsilon ou epsilon carré, c'est la même chose finalement, parce que c'est un autre epsilon prime, le epsilon carré. Donc, ce epsilon carré-là, il a lui aussi un b, un voisinage de plus infini, là où les g seront inférieurs à epsilon carré. Et là, ça me convient très bien, parce que finalement, ce que je cherche, c'est j'ai m2 fois h sur 2 plus epsilon carré fois 2 sur h, ce qui me permet de poser h égale à epsilon. Donc, en posant... Donc là, je vous ai montré exactement ce qui se passe en fait dans mon brouillon. Donc dans mon brouillon moi-même, lorsque je réfléchis à une question, telle que la question 3 de l'exercice 13, dans une première étape, j'essaie la méthode directe, parce que je ne vais pas quand même me jeter sur la méthode de la définition sans essayer quand même les méthodes directes, peut-être j'aurai la réponse, mais la méthode directe me semble ici pas évidente du tout, parce qu'elle ne me donne pas vraiment... Donc une réponse ici, elle ne me donne pas une écriture en fonction de x qui va aller vers 0 pour bien dominer ma limite, ma fonction g', et pour avoir la limite nulle. Donc je vais alors frapper à la porte de la définition en disant, pour voir si elle me donnera une réponse. Et là, ça c'est ce que je dois démontrer. Et là, mon bout de fil sera l'écriture de la limite de g en plus l'infini, parce que la limite de g égale à 0. Et là, avec l'écriture de la limite de g, je pourrais penser à utiliser la question numéro 1, mais sur cette localité, sur cet intervalle b plus l'infini, et qui me donnera quand même des réponses qui sont pas, qui sont en fait utiles, qui ne sont pas très loin de ce que je cherche. Donc, une fois je trouve ça en fonction de h, comme je vous l'ai dit, ce h-là, il est indépendant de tout le monde, l'essentiel qu'il soit positif, donc je pourrais alors le mettre en fonction de epsilon et trouver ma réponse. Donc, si ici je ne trouve pas un h convenable avec ce que j'ai posé, je peux aller le rectifier. Ici, j'ai eu besoin, par exemple, d'un epsilon au carré pour, posant h égale à epsilon, on a, puisque c'est vrai pour tout h, on a g' de x est inférieur, et là j'aurai m2 sur 2
fois epsilon plus epsilon carré fois 2 sur epsilon qui donne exactement m2 sur 2 plus 2 fois epsilon qui est bien une constante indépendante de epsilon. L'essentiel que ça soit une constante par rapport à x, par rapport à epsilon, c'est ça, indépendante de epsilon et de x. X c'est la variable ici de g'. L'essentiel qu'elle soit constante par rapport à x et epsilon. Ce sont les objets qui vont bouger dans cette question. Donc voilà, très bien. Alors, et bien sûr, et de b. Ce b là, il dépend de epsilon. Et de b aussi. Déjà, ce b là, il dépend de epsilon. Donc voilà, elle est indépendante de tout le monde ici. Donc cette constante-là, m2, c'est le sup de g second. Donc il ne dépend de rien, c'est le sup sur 0 plus l'infini de g second. Donc voilà, très bien. D'où, pour tout x supérieur à ce b-là qu'on a trouvé ici, donc on a g' de x est inférieur à cette constante-là fois epsilon. Ça y est, alors, et cela pour epsilon, pour tout epsilon strictement positif. Donc pour tout epsilon strictement positif, on a trouvé l'existence de b. On a trouvé l'existence de b. Donc pour tout x supérieur à b, d'où il existe b plutôt, tel que pour tout x supérieur à b, on a ça. Et cela pour tout epsilon strictement positif. Alors limite g' de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et voilà, donc on a bien répondu à cette question.